Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Enjeu Télé. Les titres de l'actualité, retour sur la manifestation contre le racisme qui a eu lieu ce lundi soir à Angers. Entre 2 et 3 000 personnes ont répondu à l'appel de la Ligue des droits de l'homme. Le changement, c'est aussi pour maintenant pour Radio Campus. Pour cette nouvelle saison, les jeunes et étudiants angevins pourront profiter d'une nouvelle grille de programme. Du sport enfin avec la 12e édition du raid de l'Arbre Vert. Du 19 au 28 novembre, 270 sportives vont poser leurs valises en Malaisie pour enchaîner les exercices. Stéphanie Moussi est l'une d'entre elles. Elle est l'invitée du journal. Mais revenons d'abord sur ce rassemblement contre le racisme qui a eu lieu ce lundi soir à Angers. Ils étaient plus de 2000 à avoir scandé d'une seule et même voix leur refus de l'intégrisme et des discriminations. Une manifestation qui intervient après l'agression verbale dont a été victime la ministre de la Justice, Christiane Taubira, lors de sa venue en ville le 25 octobre dernier. Les précisions d'Hélène Chaplet et de Fabrice Gadon. Le lieu de départ de la manifestation n'avait bien évidemment pas été choisi au hasard. C'est en effet devant le palais de justice d'Angers, le 25 octobre dernier, que des insultes à caractère raciste ont été proférées à l'encontre de Christiane Taubira, le garde des Sceaux. À l'appel de la Ligue des droits de l'homme, de nombreuses associations s'étaient mobilisées pour l'occasion, à l'image de Quasar, le centre lesbien, gay, bi et trans d'Angers. Le racisme et l'homophobie ont des racines communes, c'est-à-dire le traitement différencié de citoyens et de citoyennes pour les montrer comme différents. Or, nous ne sommes pas sur ces critères-là, nous sommes pour la laïcité et l'égalité entre tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc, contre le racisme, contre les propos qui ont été tenus par la Manif pour tous contre Christiane Taubira. Dans le cortège avaient pris place de nombreux Angevins d'origines diverses. Des Angevins qui souhaitaient montrer une autre image de la ville où ils vivent, bien loin des clichés propagés un peu partout en France avec cette affaire Taubira. C'est un moment où je sens vraiment que la France est unie, parce que par moments on se sent un peu isolé quand on vient d'ailleurs, surtout avec des mots qui ne sont pas gentils envers nous. Et ce moment est un moment idéal pour nous dire que toute la France est avec nous et nous sommes tous unis pour un meilleur développement de la France. En organisant cette manifestation, la Ligue des droits de l'homme ne s'attendait sans doute pas à une telle mobilisation. Mais la prise de conscience provoquée par cette affaire aura servi de déclencheur. C'est magnifique et c'est inattendu par le nombre qui est venu ce soir parce que c'est véritablement une victoire pour la démocratie, c'est contre le racisme et toutes les discriminations. Voilà, on sait que demain le combat doit continuer parce qu'il sera long. Il faut convaincre, comme je le disais, son voisin et le voisin de son voisin pour qu'enfin la liberté, la fraternité et l'égalité soient des choses essentielles dans notre vivre ensemble. Pour l'occasion, la quasi-totalité des formations politiques avaient elles aussi décidé de s'associer à cette manifestation avec de nombreux représentants dans le cortège. Histoire sans doute de montrer que de temps en temps, face à de tels enjeux, les différences peuvent être dépassées. Au chapitre politique de cette édition, on fait le point sur la course au municipal 2014. À noter que le maire socialiste des Ponts-de-Cé, Joël Bigot, se porte candidat à sa propre succession. Et même chose pour Jean-Paul Taglioni qui a décidé de poursuivre son action au sein de la mairie de Saint-Clément-de-la-Place. Élu en 2008, le maire a décidé de se relancer dans la course avec 3 de ses adjoints, Paul Beaumont, Florence Bréchet et René Pommier. À l'approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, une grande collecte est organisée en France et en Europe jusqu'au 16 novembre. Pour enrichir la mémoire collective, les archives départementales vous appellent à partager l'histoire de votre famille durant la guerre 14-18. Journal de guerre, lettres, photos pourraient donc se retrouver sur Internet pour compléter nos souvenirs. Les détails de Thierry Lardeux. Il a été porté disparu le 3 novembre 1915. Nicole Bureau a exhumé de ses mal à souvenirs
Ces précieux documents qui appartenaient à ces deux grands-pères, tous les deux envoyés sur le front de la Grande Guerre. De précieux souvenirs qui seront mis en ligne sur un site internet consacré à la guerre 14-18. Je trouvais intéressant d'aller proposer ça pour qu'on sache un petit peu ce qu'a été la guerre 14, quoi. Ils viennent de chez mes parents, ils étaient dans les affaires de mes parents. Alors dans des petits tiroirs secrets, de l'armoire de ma mère, il y en avait dans le grenier. Et puis il y a mes petits sabots auxquels je tiens beaucoup. Et je crois qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui ont les mêmes. Moi, je n'en avais jamais vu chez d'autres, quoi. Donc voilà, souvenir de captivité. Des titres de journaux rentrés dans l'histoire, jusqu'aux récits de guerre tenus jour après jour, sans oublier les cartes postales et les décorations, autant de documents qui serviront à entretenir le devoir de mémoire. Vous acceptez que ça soit numérisé, donc ce sera en ligne. Oui, ça, oui. Oui, j'ai demandé à clair. personne dans la famille. On va aller y glaner là des informations sur le vécu des poilus, mais aussi le vécu des familles qui sont à l'arrière, mais qui subissent aussi cette période-là de plein fouet. Ce sont des archives privées et elles sont chargées en émotions. On le voit bien, on se retient aussi, parce que loin du front ne dit pas tout. Au sein des familles non plus, on se retient. Ce sont des documents qui sont très très riches. Si vous souhaitez participer à la grande collecte et partager l'histoire de votre famille pendant la Première Guerre mondiale, vous pouvez vous rendre aux archives départementales du Maine-et-Loire, 106 rue de Frémur, à Angers. Un look flambant neuf pour Radio Campus. Nouveaux locaux, nouvelle équipe, nouveau site internet et nouveaux programmes. La radio des étudiants Angevin a repris l'antenne ce mardi. Cinéma, littérature, histoire, il y en a pour tous les goûts. Le point sur cette nouvelle saison avec Hélène Chaplet. 2013 sera l'année du changement à Radio Campus. Pour ses 10 ans, la radio jeune et étudiante s'est installée dans de nouveaux locaux au sein de l'Université catholique. Elle a également revu sa grille de programme. Elle fait appel à de nouveaux collaborateurs, mais ce n'est pas tout. Donc un nouveau site web, un nouveau logo, un nouveau slogan, un nouvel habillage antenne, des nouveaux bénévoles. Tout est en fait nouveau, en regardant le bon d'avant et en améliorant tout le reste pour qu'on soit de plus en plus professionnel, puisqu'on n'est pas issu du milieu de la radio, il faut apprendre, il faut du temps. Et il n'y a que l'expérience qui nous permet d'apprendre. Donc voilà, aujourd'hui, riche de cette expérience, il était temps de donner un vrai virage pour garantir la pérennité du média sur le territoire et continuer à rendre service aux associations, aux institutions et surtout aux jeunes et aux étudiants. Et à quelques jours de la reprise, il faut donc expliquer aux nouveaux animateurs bénévoles les rudiments de l'écriture radio et du travail de la voix. Une formation en accéléré dispensée par les permanents de l'équipe. Désormais, le direct sur Radio Campus, c'est tous les soirs de la semaine, de 17h à minuit sur le 103 FM. Dans la page sport de ce journal, focus sur la 12e édition du Raid de l'Arbre Vert. Cette compétition a lieu du 19 au 28 novembre dans l'archipel de Langkawi, en Malaisie. Particularité de la manifestation sportive, elle est uniquement réservée aux femmes. Et parmi les 270 concurrentes figurent 8 méno-ligériennes. Durant 6 jours, sous un climat équatorial marqué par la chaleur et l'humidité, elles enchaîneront un certain nombre d'activités sportives. Découvertes, dépaysement, partage et dépassement de soi sont au programme. On en parle avec Stéphanie Moussy, notre invitée. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez participer à ce raid de l'Arbre Vert, mais pour vous, ce n'est pas une découverte puisque vous y avez déjà participé l'an dernier avec deux de vos amis. Est-ce que vous avez hâte d'y retourner ? Absolument, oui. Donc, j'y ai participé l'année dernière avec 2 amis. C'était la première fois que j'y participais. Cette année, j'ai décidé d'y retourner avec une toute nouvelle équipe. Pourquoi y retourner ? Parce que c'est l'aventure à l'état pur. Et c'était vraiment une très belle expérience que j'avais envie de renouveler avec Émilie et Nathalie qui sont des très bonnes copines depuis longtemps. Et quel est l'objectif de votre participation, de votre nouvelle participation à cette compétition ? C'est aller encore plus loin, repousser les limites, s'éclater avec les copines. Ouais, c'est important ça, d'être accompagné de ses copines ? Oui, alors il y a des équipes qui y vont surtout pour l'exploit sportif.
d'autres qui privilégient plus le relationnel. Moi, l'exploit sportif, on ne compte pas finir dans les premières. C'est possible, mais il faudrait qu'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, je voulais surtout y aller avec des amis et pour vraiment pouvoir partager quelque chose d'incroyable avec des proches. Et qu'est-ce qu'on a au programme alors? Quelles sont les différentes disciplines que vous allez pratiquer? Du canoë. On commence par le canoë le premier jour, ensuite du VTT, du trek. Et puis il peut aussi y avoir, alors il y a une journée surprise, donc on ne sait pas ce que c'est. En général, c'est multi-activités. Donc l'année dernière, il y avait eu de la tyrolienne, du saut, de l'escalade, toutes sortes de choses, du tir à l'arc. C'est assez varié. Vous vous préparez physiquement et mentalement à ça? Oui, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Mais il faut quand même s'entraîner. Nous, on a décidé de le faire toutes les trois au mois de décembre l'année dernière. Donc ça fait une dizaine de mois de préparation, d'entraînement. Au début, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis après, on va en accélérant au cours de l'année. Et puis mentalement, oui, il faut se préparer à être en équipe. Ça, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Voilà. Quelles sont les qualités nécessaires d'après vous pour réussir cette compétition? Il faut y croire déjà. Il faut avoir de l'endurance, je pense. Et de la volonté. Après, comme qualité importante, c'est savoir être en équipe, savoir attendre savoir attendre les collègues pour pas... parce que le but du raid, c'est de partir à 3 et surtout d'arriver à 3. Et ça, c'est pas toujours simple. Et parlez-nous de votre équipe alors. De qui est-elle composée? Donc cette année, en réalité l'année dernière j'avais demandé à Nathalie de le faire avec moi et elle a eu peur, elle n'a pas voulu, elle pensait que c'était trop difficile. Donc comme cette année elle a vu qu'on avait réussi à le faire l'année dernière, donc là elle m'a dit oui tout de suite. Et ensuite en cherchant un petit peu autour de nous et en discutant un jour avec Émilie, elle me demandait d'aller faire un marathon, de faire des courses. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est elle qu'il nous faut. Donc je lui ai proposé et le jour même, elle a dit oui, sans hésiter. Donc en fait, avec Nathalie, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît. Avec Émilie, depuis un petit peu moins longtemps, mais il y a un bon esprit d'équipe là. J'imagine que ça a un coût financier? Oui, tout à fait. Le coût cette année est de 13 000 € par équipe, tout compris. Donc le voyage, les locations des bateaux, des VTT, etc. La nourriture, tout compris. Donc par équipe, 13 000 €. Et donc, comment est-ce qu'on finance ça du coup? On a recherché des sponsors toute l'année, recherche de sponsors. On a réussi à trouver petit à petit pas mal de partenaires qui ont bien voulu nous aider. Et tous nos amis, tout notre entourage, il y a plein de gens qui nous ont donné un petit peu comme ça, juste pour nous voir partir. Donc vraiment, déjà là, une grande aventure, rien que la préparation, c'était quelque chose. La chance de ce raid, c'est également le paysage, la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouveau peuple, on le voit sur ces images. 6 jours en Malaisie, c'est un cadeau. Oui, alors c'est un cadeau. Alors, pour ce qui est des paysages, quand même, je tiens à dire que l'année dernière, à l'île Maurice, les gens nous disaient « Oh mon Dieu, ça a l'air magnifique, vous êtes dans un endroit splendide ». Mais il faut dire ce qui est, on en bave quand même pas mal pendant les épreuves et le paysage, on le voit pas toujours. On n'a pas le temps, c'est ça? Non, on n'a pas le temps et puis parfois on est quand même en souffrance au cours de l'épreuve, donc on voit pas forcément tout. Par contre, c'est vrai qu'au retour, on se rend compte qu'on a plein d'images qui sont gravées dans nos mémoires et puis on revoit les photos, on revoit les films et là on se dit c'est pas possible, j'étais là, on a du mal à le croire. Stéphanie Moussi, merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour ce raid. Merci. On vous retrouvera à votre retour sur le plateau de Lundi Sport pour que vous puissiez nous raconter votre compétition avec les copines. C'est ça. Merci beaucoup. Nouveau record pour le cross du Courrier de l'Ouest. En effet, près de 6000 personnes étaient présentes ce lundi au parc de Pignerol à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et ça, malgré la présence de la pluie. Jean Damascène, Abarou-Rema a remporté son 3e cross. Chez les femmes, Corinne Herbretot qui l'a emporté, et ce pour la 5e fois de sa carrière. Ne manquez pas sur notre antenne l'émission spéciale qui reviendra plus amplement sur cette 39e édition du cross avec la première diffusion ce mardi à 21h donc. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition.